Amis sportifs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous. On commence cette émission avec le sport roi et une large page consacrée à la division 3B. Alors que le leader Virton était tenu en échec sur son terrain par les mal classés de oui, pardon, un chat dans la gorge, le White Star n'a pas laissé l'occasion de, évidemment, se rapprocher au classement général grâce à une large victoire face à l'US Centre. Résumé de la rencontre signé par nos collègues de Antenne Centre. C'est un premier coup franc et ce sera Julien Charlier qui va le botter. Avec toujours ce problème, il n'y a pas de vrai puncher en attaque à l'US Centre, à part peut-être Romain Delaby qui vient de revenir, une tête, c'est un dégagement, un tir. Est-ce que c'est Chebaiki qui a tenté de placer cet envoi, je pense. En tout cas, c'est dans les mains de Thomas Minsard. Pas mal de joueurs du White Star à proximité du but. C'est en force et finalement, pour ne pas prendre de risque, Tangara dévie au-dessus. Loin devant pour Michel Montero. Est-ce qu'il va pouvoir faire le poids contre les deux joueurs du White Star? Il est parvenu à mettre la tête, c'est déjà pas mal. Merci l'arbitre. Micheli encore, qui trouve des partenaires à 20-25 mètres sans problème. La reprise, elle est instantanée, elle est signée Patrick Amoa, le buteur. Regardez cette phase, elle est incroyable. Micheli, une passe et Amoa seul qui trompe Tangara. Qui relance à nouveau, il y a deux joueurs dans l'axe. Tangara qui intervient et qui va se faire avoir comme un gamin. Incroyable, Grégory Bilstin fait 0-2. Grégory Bilstin qui est monté au jeu il y a 6 ou 7 minutes en remplacement de Tiao. Son entraîneur visiblement a vu qu'il se passait quelque chose dans l'axe de la défense de l'US Centre et de fait c'était très hésitant. Montero, le centre et une reprise et en plus c'est la malchance s'en mêle. Et là évidemment on plonge dans les boulevards laissés par la défense. Sylvain Mas, est-ce qu'il va passer? Mas, passer, centré, oui il y parvient. Tangara qui dévie comme il peut mais mal. Première action de cette deuxième période qu'on peut signaler après 16 minutes. Toujours est-il que c'est 0-3 pour le White Star. Est-ce que Romain Delaby, de son pied gauche, va parvenir à réduire le retard des joueurs locaux? Ce serait la première occasion de l'US Centre en deuxième période. Bien botté sur le poteau. Chebaiki qui est récupéré, qui centre Montero. Personne derrière, sinon Charlier. Charlier va remettre dans la mêlée. La reprise, ça cafouille et c'est encore de la bille de la tête qui place juste à côté du cadre. De la bille qui a vraiment retrouvé ses sensations pour le coup. Reprise de Bombard chez Baiki maintenant. Chez Baiki qui garde le ballon. Une faute de main et un penalty. Si l'arbitre avait laissé l'avantage en prime, c'était goal. Le maire Pierrot va-t-il conclure? Oui. Sans problème, 1-3. Ballon en retrait chez Baiki fait sauter. 3 joueurs de l'US Centre à la réception. Gros tir de Bombard. Et une intervention du gardien. Bon ballon en profondeur. Tangara qui hésite à sortir et qui est resté juste au bon endroit. Mas est passé, Mas centre, reprise de Micheli, elle est fabuleuse. Micheli, l'homme du match, sans aucun doute, qui vient saluer ses supporters. Et un match qui se termine avec un feu d'artifice au loin pour compenser ce qu'on n'a pas vu sur la pelouse. Voilà, de son côté, l'Union, si elle avait encore une ambition dans ce championnat, devait s'imposer face à Bocholt, une équipe sérieuse, difficile à manœuvrer, où œuvre notamment l'ancien du Brussels, Richard Čulek.
l'Union a malgré tout, semble-t-il, a eu peur de ce match puisqu'elle a évolué entre autres avec un libero, c'est-à-dire à l'ancienne. Résumé de la rencontre avec Tidiem Kwesh. Hier après-midi, l'Union Saint-Gilloise accueillait le Conning Club Bockelter, 6e au classement général. Après 2 nuls concédés au White Star et à l'US Centre les semaines précédentes, l'enjeu de cette rencontre était donc très important pour la suite du championnat. Dès l'entame de la rencontre, les unionistes sont offensifs. El Omari Serkabé qui cherche Dalmat dans la surface de réparation, mais c'est dévié. 5 minutes plus tard, suite à une faute sur El Omari, un coup franc est sifflé. Yanis Papasarantis s'élance, mais le gardien bocoltois écarte tout danger. À la 12e minute de jeu, El Omari sert Cyril Dalmat, mais la frappe n'est pas cadrée. Les occasions s'enchaînent pour les unionistes, mais pas de concrétisation. Du côté de Bocolt, les occasions se font rares, comme sur cette phase où Jess Soubry reste vigilant. 29e minute de jeu, Dalmat dévie un ballon pour El Omari, mais c'est à nouveau à côté des filets de Van Langendonk. Au bout des 45 premières minutes de jeu, Bocolt s'offre un coup franc pour une faute sur Billy Kahn. Tiré par Dekers, la frappe est sauvée in extremis par Jess Soubry. Score à la mi-temps 0-0. En deuxième mi-temps, les jaunes et bleus continuent le pressing. Sofiane Bagdad sert El Omari, mais c'est au-dessus de la barre transversale. Pas le temps de se morfondre, les Bocoltois font le contre sur un centre de Billy Kahn. Jokten Janssens transperce les filets de Jess Soubry, c'est 0-1. Malgré les conseils du coach, les hommes de Dante Brogno sont perdus. Il reste 10 minutes de jeu quand Papasarantis sert Dalmat, mais la frappe est à nouveau trop croisée. Dans les arrêts de jeu, Freddy Boula monté au jeu n'y changera rien. L'Union Saint-Gilloise s'incline 0-1 à domicile. Dante 0-1 ici, c'est une défaite qui fait du mal. Elle fait mal parce que on pouvait faire la bonne opération et c'est Bocolt qui aujourd'hui fait la bonne opération de la journée. J'avais prévenu mes joueurs, Bocolt est l'équipe la plus dangereuse à l'extérieur. Elle est première au classement, elle a pris presque 70% de ses points à l'extérieur. Donc elle est première au classement et j'avais prévenu mes joueurs depuis le début de semaine et comment ils allaient jouer et surtout uniquement jouer sur la contre-attaque. Mais malheureusement on a eu un peu du mal, il y a eu beaucoup de déchets techniques et ce qui nous a fait défaut aussi, c'est qu'on n'a pas eu la possibilité de marquer ce but nous en premier pour nous mettre un peu sur le velours et les laisser sortir. Et sur le seul et unique contre-attaque où le seul ballon cadré, c'est but. Donc on était prévenus, on s'est fait avoir. Je pense qu'offensivement, on a essayé d'apporter quelque chose, mais bon, on était un peu brouillon dans certains domaines, notamment même moi en premier au niveau de la dernière passe. Etc. On s'est créé quelques occasions, mais bon, on n'a pas su la mettre au fond aujourd'hui. Et eux, comme je l'ai dit à vos collègues, ils ont eu une action, et bon, ça 1-0. On avait été prévenus sur ça, qu'il fallait être très vigilant là-dessus. Je trouve qu'il faut être plus offensif et je trouve que dans les lignes, je veux dire, de défense au milieu et en attaque, il y a beaucoup d'écart et du coup, ça, on le ressent. Et du coup, je pense qu'il faut qu'on y va plus devant et on attaque plus vers l'équipe adverse parce que je trouve qu'on a beaucoup de qualité. On a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de qualité. Du coup, je pense qu'on devrait y aller comme ça, quoi. L'Union Saint-Gilloise doit donc se reprendre car la semaine prochaine, il se déplace à Ternat. Voilà, et on jette un coup d'œil ensemble aux résultats de la journée de ce week-end. Et on voit que c'est une occasion en or qui a été ratée par les Saint-Gillois. Car dans le même temps, l'Olympique fait match nul face à Namur. Asselt laissait filer les 3 points chez lui face à Diegem. Les aviateurs de Zaventem s'imposaient difficilement à Liège, tandis que Bertry empochait les 3 points face à l'avant-dernier Ternat. Ce qui donne au classement général Virton qui voit le White se rapprocher à 1 point. Suivent Bertry, l'Olympique de Charleroi, Bocholt, Zaventem et l'Union qui, si elle veut se raccrocher au wagon du tour final, devra cravacher ferme et s'interdire toute défaite d'ici les 7 matchs à venir. En Division 1, il y avait bien un match, à l'inverse de la Division 2, qui était pour l'instant, ou en tout cas ce week-end, bye. En Division 1, Anderlecht, c'est finalement juste incliné, 1-1 face à Eupen. Les Anderlechtois menaient pourtant au score. Le score a été défloré par Romelu Lukaku, une première depuis la fin décembre. Voilà, on ouvre à présent la page hockey avec notre invité, Monsieur Marois, bonsoir. Bonsoir. Alors, on a un peu perdu le fil de ce championnat de hockey. On en est où aujourd'hui, après la trêve et l'interruption pour cause d'équipe nationale? On en est où dans le championnat de Belgique? Il nous reste 8 matchs maintenant encore à disputer et bon, tout doucement, ça se décante tant vers le haut que vers le bas, mais
pour ce qui est du Léo, avec encore un petit espoir, on l'espère. Alors, on va voir tout de suite le résumé de la rencontre qui vous opposait hier au Wellington. Résumé de la rencontre, il est signé Emmanuel Talarico et Nicolas Debilde. Ce dimanche, le Wellington, 11e et avant-dernier du championnat, accueillait le Léopold qui occupe la 5e place. Les hommes de Mika Van Kutsem en rouge et blanc rentrent parfaitement dans le match et ouvrent le score dès les premières minutes de jeu. Dimitri Cuvelier s'infiltre dans le cercle avant de servir Jonathan Beckers qui ne rate pas sa reprise et ouvre le score 0-1 pour les visiteurs. Le Léopold continue sur sa lancée, mais la pression Wellington, il passe d'ailleurs tout près du 0-2, alors qu'on joue seulement depuis un peu plus de 10 minutes. Le Wellington va ensuite se procurer son premier PC de la partie. Ignacio Bernier place son slip au-dessus de la cage de Grégoire Skatsart. Une minute plus tard, le keeper du Léo effectue une nouvelle parade pour préserver sa cage inviolée. Le Well pousse de plus en plus pour revenir au score avant la mi-temps, mais les locaux ne se montrent pas assez dangereux face au but adverse. 0-1, c'est le score à la mi-temps. On est un peu faible dans la concrétisation dans les 25 adverses, non seulement de la part de nos avants, mais également dans les mises au cercle de la balle. On reste très imprécis, on donne la balle directement dans le stick adverse. Et donc dans ces conditions-là, c'est un petit peu difficile. On a les PC pour transformer en première mi-temps, on ne le fait pas. C'est comme ça, il faut continuer à travailler. On n'était pas dans un bon jour, donc le coach a clairement dit de jouer simple, d'être un peu plus sec et surtout de se mettre directement à l'abri le plus rapidement possible. À la reprise, le Léopold tente rapidement de doubler le score pour éviter de se mettre en danger. Mais le Well tient bon face aux assauts des Blancs et Rouges. Malgré tous ces efforts, les hommes d'Étienne Theiss ne parviennent pas à recoller au score. Et le Léo se mettra définitivement à l'abri sur PC. 0-2, c'est également le score final de cette rencontre. Et ça enfonce un peu plus le Well dans le bas-fond du classement. Je pense qu'on va continuer à travailler, on parviendra bien à prendre des points, j'espère, contre des équipes du sommet du classement. Ce serait une assez belle récompense pour notre travail, même si sur le terrain, ici, je pense qu'on ne peut pas revendiquer davantage en tous les cas. Alors que de l'autre côté, le Léo reste aux portes de la 4e place. À la fin du championnat, très clairement, on va essayer d'aller chercher une place dans le top 4, même si on pense que ce sera très compliqué vu comment on joue pour le moment. Mais tout est faisable, donc si on se bat un peu tous ensemble et qu'on joue mieux et qu'on joue en équipe, pourquoi pas quoi. On a le droit de rêver, donc on va essayer d'aller chercher la 4e place. Quoi. Aller chercher la 4e place, c'est un peu du rêve, non? Avec 25 points à prendre, 5 points de retard sous le 4e, c'est accessible? C'est accessible parce que tout est possible. Il faudra voir d'ici 2 semaines. Nous avons 2 matchs faciles à la maison. On va voir si on est capable de prendre les 6 points et d'espérer que le 3e ou le 4e perdent un petit peu des plumes d'ici là. Il faudra mettre la pression sur Louvain et Waterloo? Oui, certainement. C'est sûr que, sont des équipes qui ont peut-être un petit peu plus leur place que nous, mais nous n'avons rien à perdre. Et notre premier but est d'essayer de prendre les 6 points et d'espérer un faux pas de leur part. On va regarder les résultats de ce week-end. Tout de suite, le tableau qui illustre ces résultats. Le Racing s'est imposé dans ce qu'on peut dire le match au sommet face à Louvain. Bratsgata et l'Héraclès ont partagé l'enjeu. Toujours aussi dominateur, les Dragons s'imposent à l'Antwerp. Waterloo en fait de même face au B, tandis que la Gantoise a enfoncé encore un petit peu plus le Pingouin. Du coup, au classement général, peu de changements, si ce n'est justement le Léo qui s'installe à la 5e place en embuscade derrière les Ducks de Waterloo. Ce classement, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on peut mieux avec les moyens au Léo? Mais on peut mieux. C'est sûr que grâce au fait qu'il y a eu 3 ou 4 matchs remis, notre calendrier était relativement favorable pour que justement on remonte un peu. On avait espéré faire 10 points sur 12, on vient d'en faire 8 sur 12. On est à 5 points du Watt Ducks. On va essayer de voir et d'essayer de gagner nos 2 prochains matchs, comme je le disais là tout de suite, et d'espérer qu'eux perdent entre-temps l'une ou d'autres rencontres. Alors, cette année, vous avez innové au Léo. Jusqu'à présent, on avait entendu au Léo, on ne fait pas appel à des joueurs étrangers. Cette année, vous avez sacrifié à la tradition. Mais c'est-à-dire que l'année passée fut relativement catastrophique, étant donné que nous avons pratiquement ramé toute la saison
pour nous maintenir. Et c'était uniquement au dernier match qu'on est parvenu à garder notre place en division d'honneur. Donc depuis la moitié de la saison, le club avait décidé de passer à autre chose et de véritablement prendre un gros renfort étranger. Et nous sommes véritablement très contents de ce qui s'est passé avec notre Argentin, Luca Rossi. C'est vraiment une tradition qui se perd, là, tout d'un coup. Le Léo, qui était le dernier des Mohicans, a cédé. Nécessité fait loi. Nécessité fait loi, oui, parce que il nous a manqué, qu'il nous manquait l'année passée énormément de punch dans cette équipe, que c'était un petit peu mou. Et je vous dis, le fait que Luca Rossi, qui est un joueur argentin qui avait évolué pendant 2 ans à Loré, mais Loré étant descendu d'un échelon, il était libre. Luca Rossi est venu amener un enthousiasme et sa classe qui nous ont fait énormément de bien. Alors, vous êtes aussi un responsable de la formation chez les jeunes au Léo. Est-ce que potentiellement vous voyez la relève aujourd'hui chez les jeunes du Léo? Mais la relève est là parce que notre école de jeunes fonctionne très bien et je pense qu'on est relativement pro. D'ailleurs, Luca aussi prend une belle part dans l'école de jeunes maintenant. On vient de faire en sorte que nos 3 équipes jeunes sont qualifiées pour les playoffs du haut. Et donc, on espère chaque année pouvoir sortir 1 ou 2 jeunes susceptibles de devenir des très gros joueurs pour l'équipe première. Est-ce qu'il va falloir, comme dans le foot, proposer à ces jeunes joueurs des contrats à l'avenir? Mais tout doucement, parce que nous, c'est une bonne réflexion avec les dirigeants du Léo, avec les présidents et nos consultants, c'est que nous n'avons pas envie d'avoir formé ces joueurs pendant très longtemps et de faire en sorte qu'à 17-18 ans, ils soient attirés par d'autres clubs. Et je sais que ça s'est passé dans d'autres clubs de Division 1 qui ont été, sanctionnés parce que plein de jeunes de chez eux, et notamment Loré, plein de jeunes de chez eux sont partis sur d'autres cieux. Aujourd'hui, vous avez l'impression que les Bruxellois sont conscients du terreau qu'est la région bruxelloise pour le sport, qu'est le hockey? Ça peut être encore meilleur parce que, à part sur Télé Bruxelles, on ne parle pas énormément de hockey. Et, bon, c'est sûr que dans la commune d'Uccle, avec le Racing, avec Uccle, avec le Léo, et pas très loin, le Watt Ducks, on parle un petit peu de hockey, mais dans les autres communes bruxelloises, pas encore tellement, bien ça n'empêche qu'on frise l'engorgement chez vous. Dans les écoles de jeunes, vous me disiez, il n'y a presque plus de place. Tout à fait. C'est-à-dire que le samedi devient saturé. On va devoir faire passer pas mal de gens qui évoluent le samedi au dimanche parce que les 2 terrains sont pleins à craquer le samedi déjà. L'équipe nationale, c'est un poids ou c'est quelque chose qui permet de valoriser les joueurs? Non, c'est quelque chose qui permet de valoriser les joueurs, mais c'est vrai que l'équipe nationale est devenue super importante. Ils ont une année terriblement importante avec justement le championnat d'Europe au mois d'août à Mönchengladbach, où malheureusement il n'y aura que 4 places qualificatives et ils se trouvent dans une poule terriblement difficile avec l'Espagne et avec l'Allemagne. Il faudra terminer à une des 2 premières places pour avoir directement son billet pour Londres, ou sinon la Belgique est susceptible d'organiser un tournoi qualificatif pour les Jeux l'année prochaine. Vous parlez de joueurs qui pourraient vous rejoindre. Est-ce que vous avez des craintes de voir vos joueurs partir à l'étranger? Parce que ça se fait, on fait venir des étrangers, mais est-ce que des Belges peuvent potentiellement s'imposer dans un championnat international? On a un cas chez nous, puisque Jonathan Beckers, qui est aux portes de l'équipe nationale, qui fait partie du groupe maintenant, va partir l'année prochaine en Erasmus et qu'on ne pourra pas l'utiliser pendant une année. Il va partir, il va jouer au hockey, je pense en Hollande ou en Irlande. Je ne sais pas encore très bien, mais on ne va pas pouvoir l'utiliser pendant 1 an. Et bon, c'est quand même une perte pour notre club, quoi. Mais ça veut dire que le hockey belge s'exporte? Tout doucement, oui, mais ce sont les bons résultats de l'équipe nationale qui font ça et les bons résultats en Coupe d'Europe. On voit que le Dragon a battu le champion d'Europe dans les poules qualificatives, donc on commence un petit peu à parler du hockey belge dans le hockey mondial. Avant de se quitter, une dernière question. Si je vous parle des Borlés, vous répondez quoi? Mais je vais vous répondre qu'il fut un temps où je fréquentais le papa parce qu'il venait s'entraîner en même temps que nous et qu'il venait à la salle à la rue Général Thès et qu'on avait de temps en temps l'occasion de se croiser. Et je trouve fantastique les résultats qu'ils font. Parce que pour le grand public, les Borlés, c'est plutôt Kevin, Jonathan et Olivia. Mais il y a un petit dernier qui, tout doucement, pointe le bout de son nez sur en tout cas les pistes. C'est le petit Dylan. Il commence tout doucement pour sa première saison, tâter la piste. Reportage, c'était lors des derniers championnats de Belgique d'athlétisme en salle. Il est signé par Pierre-Alexis Maton. Chez les Borlés, l'athlétisme, c'est avant tout une affaire de famille.
Après Olivia, Kevin et Jonathan, c'est au tour de Dylan de pointer le bout de ses crampons. À 18 ans, le cadet de la fratrie a décidé de faire de l'athlétisme son domaine de prédilection. Bon sang ne peut mentir. J'ai envie de faire du 400 mètres, mais j'ai aussi le 400 et qui me tente, vu aussi ma taille. Donc ça non plus, je ne sais pas encore, mais c'est plus déjà du sprint, 400 mètres et aussi 200 mètres, j'aime bien aussi. C'est ma première vraie saison, comme j'ai été blessé les 2 dernières années. Donc j'ai pas vraiment d'objectif cette saison. Je ne sais pas vraiment exactement ce que je vaux. Donc je sais pas vraiment encore. Je vais voir au fur et à mesure de la saison comment ça se passe. Et puis là, je me fixerai des objectifs. Et à l'orée de sa première saison, Dylan peut évidemment compter sur les précieux conseils prodigués par ses frères. Ce sont d'ailleurs les performances de Kevin et Jonathan qui ont créé le déclic. Quand je les vois courir, c'est ça aussi qui me donne l'envie. Oui, les voir à haut niveau, c'est sûr, je suis leur petit frère, donc moi, je vois ça. C'est ça aussi qui m'a donné envie de commencer l'athlétisme. Donc, oui, je dirais plus comme modèle. Kevin et Jonathan m'aident beaucoup à l'entraînement, ils me donnent beaucoup de conseils. Et oui, c'est important aussi pour moi d'avoir des conseils de leur part. Je ne mets pas de pression par rapport à eux, ce qu'ils font, me dire je dois faire aussi bien, je dois faire ci, je dois faire ça. Donc là, c'est surtout cool, on y va et on verra bien ce qui arrivera. L'idée directrice de Dylan est donc de perpétuer ce cocktail si prisé par la famille Borlée et qui sait de briller au sein de l'athlétisme dans un avenir plus ou moins proche. Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read-through. Voilà, et on lui souhaite autant de succès qu'à ses frangins. Depuis quelques semaines, les clubs de gym et de GRS de Belgique se préparent et s'entraînent pour la Gym Estrada. C'est un événement mondial qui se déroule en Suisse. C'est le top du top en termes de gymnastique démonstrative. Vous voulez en savoir plus? Je vous propose de voir ce reportage. Il est signé Pierre-Alexis Maton. 25 000 gymnastes, 55 pays et 600 jeunes Belges. Tel est le programme de la prochaine Gymna Estrada qui se tiendra à Lausanne en juillet prochain. Et pour préparer au mieux cette fête de la gymnastique, le club Gymno-Rythmis d'Uccle a mis les petits plats dans les grands. Ici, c'est la grande fête de la gymnastique. En fait, c'est pour promouvoir la gymnastique pour tous. Et aussi, les clubs qui participent ce soir partent tous à Lausanne, à la Gymna Estrada mondiale. Ils sont tous sélectionnés pour représenter la Belgique. Elle a lieu tous les 4 ans et c'est un grand rassemblement mondial de gymnastique de démonstration. Donc il n'y a pas du tout de compétition là-bas sur place. Ce sont tous des spectacles, des shows de gymnastique, de toutes sortes de gymnastique. Pour les filles, c'est un travail de longue haleine. D'abord, il y a la sélection pour la Gymna Estrada, c'est-à-dire qu'en Belgique, on ne part pas comme on veut à la Gymna Estrada, on doit être sélectionné. Donc il y a le travail, la préparation de la sélection. Il y a, une fois qu'on est sélectionné, il y a le travail de mise au point, des petits points finaux vraiment arrangés pour que tout aille bien. Pour que ce soit un spectacle agréable à la vue et musical. Pas moins de 13 clubs belges représenteront donc nos couleurs à Lausanne et se frotteront au gratin mondial. Ce qui fait la force de la Gymna Estrada, c'est cette rivalité saine qui caractérise au mieux l'esprit de la gymnastique. Ce qui attire les gymnastes, c'est aussi ce côté non compétitif, justement, la possibilité de produire un spectacle, c'est pas individuel, il y a tout l'engouement de l'esprit de groupe, de l'amitié, de faire quelque chose ensemble. C'est ça chez nous en tout cas qui crée l'esprit et qui donne envie aux filles de faire partie du groupe et de faire de la gymnastique. Comme vous l'avez entendu exprimé par les jeunes, cet événement à Lausanne est ouvert au monde entier. Et ce qui est formidable dans ce genre d'événement, c'est de sentir la fraternité qu'il y a entre tous. Fraternité, mais aussi volonté et créativité se donneront donc rendez-vous en juillet prochain. Voilà, le rendez-vous est pris. Merci pour votre fidélité. Merci à vous, Bob Marois, d'avoir été présent. On se retrouve la semaine prochaine avec Arnaud de Spiguillard aux commandes. Merci pour votre fidélité. À bientôt. Au revoir.